Welcome everybody. Bienvenue à tous et à toutes. Je m'appelle Ron, je suis directeur exécutif de Men Having Babies et je voudrais vous donner la bienvenue à cette pré-conférence, à ces événements de pré-conférence qui ont lieu aujourd'hui au Hilton. Comme vous le savez certainement, il y a une grande conférence qui aura lieu demain et nous espérions avoir aujourd'hui l'opportunité, avant que cette conférence ait lieu, qui traitera de la manière de devenir parent. Principalement, nous voulions passer le temps de nous poser des questions un petit peu plus générales pour un petit peu poser le décor, définir le contexte de cette conférence. Parce que demain, bien sûr, c'est quelque chose qui sera pertinent pour les Européens, mais c'est quelque chose qui parlera surtout des États-Unis, parce que l'on va parler d'adoption ou de GPA aux États-Unis, principalement. Mais nous sommes en Europe et nous sommes très heureux d'être en partenariat avec beaucoup d'Européens pour que cette conférence ait lieu, tout particulièrement avec Made in France, l'organisation néerlandaise qui collabore avec nous. Nous nous sommes d'abord posé la question de savoir pourquoi est-ce que c'est si difficile ici. Pourquoi est-ce que nous avons dû passer par tellement d'obstacles pour que cette conférence puisse avoir lieu? Que se passe-t-il? Peut-être que certains d'entre vous êtes très familiers avec ces problèmes, mais nous nous disions qu'il serait intéressant de prendre du recul et de réfléchir, parce que ce que nous espérons voir à l'avenir en avançant en tant que parents homosexuels des deux côtés de l'océan, nous pourrions ensemble trouver une manière de faire en sorte qu'il s'agisse d'un voyage plus facile pour nous à l'avenir. Nous voulons donc aujourd'hui parler des obstacles à la parenté des hommes homosexuels. Il y a très peu d'options, il faut le dire. Et peut-être quelles sont les causes profondes de ces obstacles. Certaines sont culturelles et ont à voir avec des attitudes et des opinions sociétaux. Et peut-être que l'on pourrait discuter ensemble des différentes dynamiques qui pourront se voir dans ce sujet à l'avenir et ce que nous pouvons faire pour y changer quelque chose. Il y a à peu près une heure, nous nous sommes réunis entre représentants de différents pays du continent. Et je dois dire qu'il y a des gens qui viennent de 10 pays différents. Il y a beaucoup de Belges, oui, mais il y a autant de Néerlandais, beaucoup de Français également, et des gens qui viennent d'Irlande, de Bulgarie, du Royaume-Uni, d'Allemagne, du Portugal, de l'Espagne et de Suisse. Beaucoup de ces pays étaient représentés pendant notre discussion et nous avons parlé de comment nous pourrions coopérer sur ces problèmes pour qu'il y ait une meilleure compréhension des familles. Je crois que j'aurais dû commencer par dire que j'ai la chance d'avoir eu des jumeaux qui ont maintenant 14 ans et demi grâce à la GPA. Et lorsque nous avons des conférences comme celle-ci à New York, généralement, ils sont là pour nous aider les gens à la réception. L'année dernière, à New York, nous avons eu un panel où des adolescents comme eux ont parlé de leur expérience au sein de familles homosexuelles. Des enfants qui sont nés grâce à la GPA. Et bientôt, c'est quelque chose qui va concerner vos enfants, la manière dont vos enfants seront acceptés dans vos pays. Parce qu'ils seront les enfants de deux hommes, mais également parce qu'ils auront peut-être été adoptés. Voilà ce dont nous voulons parler. Et je vais maintenant passer la parole à Marcin, qui a eu un rôle important à partir de ses expériences personnelles, mais également en tant que sociologue.
Je crois que ce que nous allons tous faire, c'est laisser tout le monde se présenter. Marcine va donc être le modérateur pour une bonne partie de cette discussion. Moi, je vais m'asseoir et vais peut-être participer jusqu'à un certain point. Notre but, je sais que nous avons commencé un petit peu en retard, c'est d'avoir à peu près 45 minutes de discussion qui sera menée par Marcine de la part du panel et également ouvrir ensuite la parole parce qu'il y a beaucoup de personnes ici qui sont actives dans ce domaine à travers des associations, à travers des activités de recherche et nous serions très heureux de vous permettre de participer à ce dialogue parce qu'il ne s'agit pas seulement de représenter des organisations mais de parler. Marcine, à toi la parole. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez? Merci Ron. Et merci à tous d'être venus, à tous et à toutes. Comme Ron l'a dit, pendant la première partie de cette table ronde, qui n'est pas ronde, il faut le dire, mais presque, nous allons essayer de parler des problèmes qui se posent au moment de la parentalité homosexuelle avec la question de la GPA. Je suis sociologue, mais il y a 3 personnes ici qui ont travaillé sur la question légale de ce sujet. Aux États-Unis, Steve, aux Pays-Bas, Welma, et en France, Clélia. Il s'agirait peut-être d'une bonne idée de vous laisser faire des commentaires ou nous expliquer votre propre travail au moment de prendre la parole pour que vous vous présentiez, vous et votre expérience. Moi, je suis sociologue. J'ai travaillé pendant presque 10 ans à l'Université de Barcelone et j'ai travaillé sur la question de la GPA, réalisée par des hommes homosexuels espagnols de manière internationale. Maintenant, je travaille à l'UC California, à l'université à Berkeley. Je fais de la recherche sur la GPA. Voilà pour moi. Et avant de lancer le débat, je voudrais très brièvement présenter certains sujets. Je ne veux pas monopoliser le micro, donc je vais juste brièvement dire que sur la question générale de la parentalité homosexuelle, de l'homoparentalité, comme vous le savez, c'est quelque chose qui a toujours existé. Au départ, il s'agissait surtout de pères homosexuels avec et des mères lesbiennes qui avaient des enfants de relations hétérosexuelles qui avaient lieu auparavant. Et maintenant, nous avons plutôt des adoptions et des GPA. Alors, les motivations des parents peuvent varier au moment de choisir la méthode pour devenir parent. Parce que lorsqu'on est coparent, généralement des hommes et des femmes qui collaborent pour élever des enfants ensemble sans vivre ensemble, dans ces cas-ci, les motivations sont généralement un petit peu différentes par rapport à l'adoption et la GPA. Pour l'adoption et la GPA, les parents ont généralement envie de créer leur propre famille autonome, leur propre foyer. C'est donc généralement une motivation principale qui marque la différence à ce niveau-là. Il y a également la question de l'accès, de plusieurs manières. L'accès à l'information. Parce que même il y a quelques années, en Espagne, la GPA était pratiquement inconnue. On ne savait pas qu'il existait cette possibilité. L'accès à l'information, donc. L'accès aux services légaux. Parce que vous le savez certainement, il y a des problèmes légaux, tout particulièrement lorsque plusieurs pays sont concernés. Dans un cas, par exemple, si une GPA a lieu aux États-Unis, par exemple, et qu'un couple veut revenir s'installer en Espagne, alors ils auront 2 problèmes à résoudre. La résidence légale de l'enfant et deuxièmement,
les droits parentaux du père non biologique. Donc, il y a des problèmes légaux à résoudre. Et troisièmement, la question financière, l'accès à l'information, aux services juridiques et au financement. Vous en entendrez certainement souvent parler. Ron en a parlé et en parlera certainement demain. Il y a un programme d'assistance financière. Mais il faut le dire, il y a beaucoup de couples que j'ai interviewés qui ont dit « Nous ne pouvons pas nous permettre la GPA, c'est trop cher ». Il y a donc une question d'accès financier et un problème de classe sociale qui joue un rôle ici. Voilà donc pour l'introduction principale. Et je voudrais juste dire quelque chose avant que nous n'entrions dans le débat sur l'adoption. C'est quelque chose qui a été rendu possible pour des couples homosexuels au cours de la dernière décennie en Europe, après la mise en place du mariage homosexuel. Comme vous le savez probablement, c'est une option qui n'est toujours pas très facile. Il y a beaucoup de couples qui y ont recours. J'ai travaillé avec beaucoup de couples qui ont adopté des enfants ou des personnes célibataires qui ont adopté. Donc, mais il y a des problèmes pour l'adoption domestique en Europe, donc souvent on a recours à l'adoption transnationale, mais dans ces cas-là, beaucoup de pays ne permettent pas aux personnes célibataires ou aux gays et aux lesbiennes d'adopter. C'est donc compliqué, il faut donc trouver une fourchette de temps où un pays est ouvert à ce type de procédure. Et également, il y a des processus bureaucratiques très longs, un problème, une question d'habilitation de la part de l'État. Il faut un certificat de parentalité. Il y a des limitations en ce qui concerne l'âge des parents. Il y a certains futurs parents qui ne se sentent pas prêts à adopter parce qu'ils ont peur de se retrouver avec des enfants de milieux difficiles ou des enfants plus âgés. Bien sûr, il y a des associations qui viennent à leur aide dans ces cas-ci, mais il y a des parents qui préfèrent quand même la GPA et de pouvoir élever leur enfant depuis le départ. Donc voilà les différentes motivations. Et tout cela intervient avant l'adoption ou la GPA. Et maintenant, un commentaire sur l'après, lorsqu'on a déjà les enfants. Que se passe-t-il à ce moment-là? Moi, j'ai un point de vue de recherche sociale, de chercheur social dans ce panel. Donc, juste pour résumer, vous le savez probablement, la recherche a démontré, tout particulièrement qu'au cours des dernières années, les enfants vont bien en général, les familles également, les parties impliquées également. D'un point de vue psychologique, c'est quelque chose qui a été réalisé par le Centre pour la recherche de la famille à l'Université de Cambridge du Royaume-Uni, mais également cela a été fait en Espagne. Par exemple, Madame González de l'Université de Granada a réalisé des recherches similaires. Cela veut dire que ce qui était très polémique il y a quelques années pour le développement psychologique des enfants, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Ensuite, il y a le problème de la réception sociale des familles. J'ai travaillé avec des familles qui ont recours à l'adoption à la GPA en Espagne et dans le cadre de ma recherche, j'ai pu constater qu'ils étaient bien reçus. Parfois, il y avait une certaine surprise, par exemple de la part des amis ou des camarades de classe des enfants à l'école. Il y avait une certaine surprise. Mais à partir du moment où les parents s'impliquaient dans la communauté, tout devenait normalisé, tout était rendu normal très rapidement. Il n'y avait pas particulièrement de mauvais traitements entre les enfants, pas de problème particulier. Évidemment, l'Espagne n'est pas forcément représentative, mais je voudrais dire que quand même si, à un certain point, parce que c'était un pays conservateur sous le régime de Franco, et c'est un pays qui a maintenant beaucoup évolué.
d'un certain point de vue, c'est un point de rencontre entre les deux narratifs, les deux histoires que l'on a vues en Europe. Donc voilà pour la réception, l'accueil des enfants. Et enfin, comment est-ce que les parents peuvent aider? Généralement parlant, les parents s'occupent de la politique de la normalisation. C'est ce que l'on voit dans la recherche, dans la littérature, c'est ce que l'on peut voir lorsqu'on parle avec les familles. Les parents essaient de normaliser leur existence. Dans le monde académique, il y a un débat entre l'activisme LGBT et les familles normales. Il y a les activistes qui veulent montrer que les familles gays et lesbiennes sont différentes. Et par contre, les parents que j'ai interviewés et dont on peut lire dans les articles, généralement, eux, veulent être normaux. Et ils ne sont pas en faveur d'une révolution subversive. Eux veulent simplement vivre avec leurs enfants normalement dans leur communauté et veulent normaliser leur existence. Donc, l'un des maîtres mots ici est normalisation. Certains activistes seront d'accord, d'autres non, mais voilà ce que veulent la plupart des parents et des associations. Et c'est cela qui fonctionne. Parce que ce que l'on voit, c'est que ces familles sont de plus en plus incluses dans le sein de leur communauté. Nous en venons à présent à la question dont nous allons parler, aux questions dont nous allons parler. Nous essayons de voir pourquoi en Europe, il est encore si compliqué de devenir parent pour les couples de lesbiennes et tout particulièrement pour les couples d'hommes gays. Pourquoi? Parce que l'on voit qu'il y a beaucoup de recherches qui est réalisée, nous voyons qu'il y a plein de familles qui fonctionnent, mais il y a quand même des difficultés. Pourquoi est-ce que ces difficultés persistent? Et comment pouvons-nous y faire face? Peut-être que pour commencer, il serait une bonne idée, pour définir le contexte, d'entendre parler des expériences françaises et néerlandaises. Peut-être que pour commencer, bien sûr, nous pouvons tous débattre et nous pourrons tous participer plus tard. Le public va également participer plus tard. Mais peut-être que pour commencer, je voudrais demander à Wilma de nous parler de la dynamique des parents homosexuels en général et de l'adoption et de la GPA particulièrement aux Pays-Bas, parce que les Pays-Bas ont été l'un des premiers pays européens à légaliser le mariage gay il y a 10 ans. Donc, après une décennie de légalisation, Welma, comment quelle serait ton évaluation de la dynamique actuelle? Est-ce que c'est facile d'avoir des enfants lorsqu'on a un couple homosexuel, oui ou non? Et moi, je suis avocate à Amsterdam, mais tout d'abord, je suis une maman lesbienne avant tout, et notre fils a maintenant 22 ans. Je me rappelle bien lorsque l'on envisageait d'avoir des enfants ensemble. Il y avait une exposition dans un musée à Amsterdam, Goed Verkeerd, à savoir ce qui est bon et ce qui est mauvais, littéralement. C'était une exposition sur l'évolution de l'homosexualité. Et on était un groupe de lesbiennes, on s'est rendu dans cette exposition, on était là à l'ouverture, en fait. Et on savait que certains couples gays avaient des enfants et j'étais très fâché contre nous parce qu'on se comportait selon eux comme des hétérosexuels. C'était particulièrement pour les hommes parce que nous, ce que l'on voulait dire, c'était qu'être lesbienne, ça ne veut pas dire que l'on ne peut pas avoir d'enfants. Mais l'évolution n'était pas allée aussi loin à l'époque. Et ensuite, les choses ont changé dans l'esprit des hommes gays. Ils se sont dit que être gay, ça ne veut pas forcément dire que l'on ne peut pas avoir d'enfants avec son partenaire, même si c'est un homme. C'est la première chose que je tiens à dire. Il s'agit d'une question d'émancipation au sein de son propre groupe. Il y a 25 ans,
On parlait des responsabilités, à savoir d'élever un enfant au sein d'un couple lesbien. On a eu beaucoup de discussions sur ce point-là. Mais en fait, on est une famille normale, c'est tout. Et la société aux Pays-Bas, sans... la société l'a remarqué. Oui, souvent, parfois, on vous pose des questions parfois stupides. Et souvent, les enfants répètent les propos qu'ils ont entendus dans la bouche de leurs parents. Mais je pense que maintenant, plus que jamais, les hommes s'introduisent dans le débat. Et aux Pays-Bas, les hommes gays essayent d'avoir plus d'informations pour voir comment ça peut fonctionner lorsque l'on est deux papas. Je crois qu'avant tout, il faut que l'opinion publique se rende compte que ce n'est pas un problème d'avoir un enfant dans des couples lesbiens ou gays. Bien sûr, la recherche est très importante, c'est certain, mais il y a toujours des personnes qui diront qu'il n'y a pas suffisamment d'informations scientifiques, il n'y a pas de preuves, parce que vos enfants sont encore trop jeunes, on ne sait pas quelles seront les conséquences, etc., quand ils auront 30 ans ou 50 ans, alors qu'on a plus de recul avec l'adoption. Oui. La recherche, désormais, et on doit le dire, a vraiment une base scientifique. Et bien sûr, c'est très différent. La GPA est très différente de l'adoption. Et je pense que ce sera différent pour les enfants aussi, mais on n'a pas encore énormément de recul au niveau scientifique. Aux Pays-Bas, pour l'instant, au point de vue juridique, quelle est la dynamique actuelle? Est-ce que les gens préfèrent adopter ou plutôt aller vers la GPA au niveau international? Est-ce qu'il y a des changements à ce niveau-là? Eh bien, avec mon organisation, lorsque l'on a commencé, on avait eu un discours et l'audience était presque que des femmes. Il y a des années, mais maintenant, c'est presque moitié-moitié, hommes-femmes. Et parfois, il y a même plus d'hommes que de femmes. Donc, on a vraiment besoin d'avoir cet accès à toutes ces informations. Les informations sont vraiment cruciales et beaucoup de personnes se disent que élever un enfant au sein d'un couple gay est une bonne chose. C'est vraiment un choix, en fait. Et l'adoption pour les couples gays est possible aux Pays-Bas, mais souvent, les enfants sont adoptés à l'étranger. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'enfants adoptés. Je crois 500 par an seulement. Souvent, ce sont des enfants parfois un peu issus dans des milieux défavorisés. Enfin, c'est pourquoi, généralement, les gens s'orientent vers la GPA. Et la GPA avec FIV n'est pas autorisée pour les couples homosexuels, en tout cas aux Pays-Bas. C'est pourquoi vous devez aller à l'étranger avec la donneuse d'ovocytes, avec la mère porteuse. Vous devez aller à l'étranger. C'est donc assez compliqué. Et des situations varient. Il y a beaucoup d'options, en fait. Aux Pays-Bas, c'est assez restreint. Tout n'est pas autorisé. C'est pourquoi beaucoup vont à l'étranger pour la GPA. Merci. Dans un moment, on va parler des changements que l'on peut percevoir à l'avenir. Mais on aimerait aussi entendre parler de la situation en France, Clélia, qui a travaillé aussi sur les aspects juridiques, légaux, qui aident des parents en France. Clélia, quelle est la situation en France?
Le mariage gay a été autorisé il y a 2 ans. Il y avait vraiment eu beaucoup de manifestations. Néanmoins, la loi a été adoptée. Est-ce que les hommes gays ont des enfants désormais en France? Comment? Quels sont les obstacles auxquels ils sont confrontés? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Bonjour. La situation en France, je rentre dans le vif du sujet, comme on dit. La situation en France de l'homoparentalité, elle a évolué, comme vient de le dire Marcine, il y a 2 ans maintenant, avec l'ouverture heureuse du mariage qu'on a dit pour tous, donc l'ouverture du mariage aux personnes homosexuelles, et corrélativement la possibilité pour les gens qui se sont mariés d'adopter. Ce qui veut dire 2 choses, c'est-à-dire que une fois qu'on est marié pour les personnes homosexuelles et uniquement à cette condition, c'est ce qu'il faut comprendre, uniquement à cette condition, vous pouvez soit être candidat à une adoption conjointe d'un enfant, donc soit à l'international, une adoption internationale, vous pouvez présenter une demande d'agrément et vous pouvez, en théorie, adopter un enfant. Soit la deuxième option qui a été extrêmement utilisée depuis cette loi, c'est la possibilité d'adopter l'enfant de votre époux ou de votre épouse. Alors, il y a des conditions à cela, mais la loi dite Taubira, la loi du mariage pour tous, c'est voulu à droit constant, ce qui veut dire qu'on a ouvert le mariage aux personnes homosexuelles en ouvrant exactement les mêmes droits qu'aux personnes hétérosexuelles. Et il y avait dans ces droits la protection du conjoint sur le plan successoral, la protection du conjoint sur le plan de la protection sociale à proprement parler, les pensions de réversion, donc des avantages sociaux, mais il y avait donc ce 3e grand volet hyper symbolique de l'adoption que je viens de vous décrire. Alors, précisément, pour l'homoparentalité, c'est la seule reconnaissance que nous ayons dans le droit français à l'heure actuelle. Alors, c'est énorme comme avancée, et pour autant, c'est, je ne veux pas dire presque rien, mais ce n'est pas du tout suffisant. Parce que ça ne recouvre pas du tout la réalité, les besoins d'une réalité sociologique, de la diversité des familles homoparentales, mais aussi des autres familles recomposées, qu'elles soient hétéros ou homo. Bon. Le problème, le paradoxe qui s'est trouvé avec l'entrée l'homoparentalité qui est rentrée par la voie du mariage, c'est qu'aujourd'hui, en France, pour des homosexuels, pour être parents légaux du même enfant, on est obligé de se marier. Ce qui est à rebours de toute l'histoire du droit de la famille en France. Puisqu'il y a à peu près 50 ans maintenant, le droit de la famille français sépare la conjugalité, comment vous construisez votre couple. Il y a 3 niveaux. Vous pouvez vivre en union libre, vous pouvez être pacsé, c'est le contrat d'union civile, et puis vous pouvez vous marier. Et ce sont 3 niveaux de protection juridique différents. Voilà. Pour devenir parent, les personnes qui vivent en union libre, qui sont pacsées, je parle des hétérosexuels évidemment,
et des gens mariés, il n'y a aucune différence. Les modes de filiation sont les mêmes. Donc il n'y a qu'aujourd'hui que les personnes homosexuelles qui, pour devenir parents légaux du même enfant, en tant que couple, sont obligés de se marier. C'est un peu technique, mais c'est très important, c'est fondamental pour comprendre aujourd'hui à la fois l'avancée énorme de cette loi Taubira et à la fois cette ineptie. Cette ineptie. Pourquoi ? Parce que, évidemment, un grand nombre de couples qui ont élevé ensemble leurs enfants, des couples de femmes et des couples d'hommes aussi d'ailleurs. Mais là aussi, il y a un autre problème qui se pose entre les couples d'hommes et les couples de femmes relativement à cette loi. Les couples qui se sont séparés avant le vote de cette loi, les couples de femmes notamment, ne peuvent pas devenir les parents légaux des enfants qu'elles ont élevés toutes les deux. À savoir que aujourd'hui, des couples de femmes se sont mariés pour pouvoir adopter l'enfant de leur conjointe. Et donc, effectivement, depuis 2 ans, enfin depuis un an et demi, on voit en France des actes de naissance avec 2 parents du même sexe, ce qui ne s'était jamais vu auparavant. Mais cela concerne effectivement les situations sociales pour lesquelles c'est possible. C'est-à-dire, il faut être encore... il ne faut pas être séparé, il ne faut pas être fâché, il ne faut pas... voilà. Donc, cette loi a permis, sur le plan de la conjugalité, une exacte symétrie des droits. Donc, en ce sens, c'est une très très bonne chose. Sur le plan de l'homoparentalité, on a effectivement, grâce à cette loi, pu sécuriser des familles, mais vraiment, il en reste beaucoup, beaucoup sur le bord de la route. Alors, je vais rentrer maintenant plus précisément, si vous le permettez, dans le sujet de l'adoption de l'enfant du conjoint. Alors, vous prenez un couple marié et l'enfant n'a de lien de filiation qu'avec l'un des 2 époux. Par exemple, une femme était en projet parental avec une femme qui n'était pas encore son épouse à l'époque et est venue ici même en Belgique ou est allée en Espagne pour aller concevoir un enfant avec un donneur anonyme par insémination. Petit rappel, ces femmes vont en Belgique ou en Espagne parce qu'en France, ça n'est pas autorisé pour une femme célibataire ou pour une femme en couple d'accéder à cette insémination artificielle avec donneur. En France, ce procédé de conception est réservé aux couples hétérosexuels, qu'ils soient mariés ou pas, qui souffrent donc d'un problème de stérilité médicalement constaté. Donc, cette femme qui est allée en Belgique ou en Espagne faire un enfant par ce procédé médical, lorsqu'elle rentre en France et qu'elle accouche en France, elle n'a de lien de filiation d'établi sur l'acte de naissance, si vous voulez, de l'enfant. Elle est toute seule, cette femme est toute seule sur l'acte de naissance de l'enfant. Donc, la loi Taubira a enfin permis à la mère sociale, celle qui n'est pas statutaire, celle qui n'est pas la mère légale, mais qui est quand même a voulu l'enfant, qui a élevé cet enfant, permet effectivement d'adopter cet enfant. Et ça s'est fait, j'ai le bonheur de vous le dire, très très bien. À savoir que sur à peu près la loi, c'était il y a 2 ans, donc c'était 2013. Donc 1 an après la loi, il y avait à peu près, je me trompe peut-être à 20 ou 30 décisions près, mais il y avait à peu près 350
jugement d'adoption de l'enfant du conjoint qui avait été prononcé par les tribunaux en France. Donc, une sécurisation de ces enfants qui vivent dans ces familles composées de deux mères, avec aussi le bonheur, enfin, sur le plan, la sécurisation sur le plan juridique, mais aussi la consécration sur le plan symbolique, que ça soit à la fois pour les enfants ou pour la mère sociale, pour qui, je peux vous dire, c'était des bouteilles de champagne dans les frigos, parce que c'était un événement pour elle fabuleux, qui était attendu pour certaines depuis des années. Il y a des enfants qui ont été adoptés qui avaient déjà entre 10 et 15 ans, mais aussi des tout jeunes bébés qui n'avaient pas 1 an. Donc, c'est vraiment l'aspect, les retombées positives de cette loi et donc le bonheur et la légitimité, je dirais quand même, des avancées de l'homoparentalité en France. Il faut bien quand même retenir que ça ne concerne vraiment pas tout le monde. Et donc, j'en arrive aux couples d'hommes. Les couples d'hommes, aujourd'hui, ils sont encore tournés beaucoup vers la coparentalité en France. Et depuis, je dirais, à peu près 2 ou 3 ans, se tournent beaucoup vers la GPA. Le problème est que la GPA est interdite en France. Elle est réprimée sur le plan civil, c'est une faute civile, mais c'est aussi un délit pénal. Donc, face à cette réalité juridique, bon nombre de couples d'hommes se rendent à l'étranger. On retrouve un peu les mêmes problématiques dont parlait Marcine tout à l'heure, à savoir l'accès à l'information, l'accès aux services légaux et surtout aussi, on en entend beaucoup parler actuellement, les moyens financiers. Et ce qui a créé en France, en gros, 2 grandes catégories. In France, this has led to the appearance of 2 great categories, those who consider adopting abroad, having a surrogacy abroad. There are those who could go to the USA and those who had to go to other countries. So you had India at the outset, and that's no longer possible now. Russia, Ukraine after that, and recently Thailand. Alors, les dossiers de l'adoption du conjoint, ça va être dur si vous ne comprenez pas le français. Les dossiers dans les couples d'hommes qui se sont mariés pour adopter l'enfant de leur conjoint commencent à être déposés. J'en ai un qui est déposé, j'attends avec une impatience accrue le résultat que ça va donner. J'aurais bien aimé vous dire le résultat, mais là, pour l'instant, je ne peux pas. Et on commence à déposer les dossiers, mais il va se surgir cet obstacle majeur, cet obstacle juridique majeur, qui est la fraude à la loi française, qui certainement va faire que des tribunaux ne prononceront pas les adoptions de l'enfant du conjoint au motif qu'il a été conçu par GPA. Voilà. On va voir, hein, pour l'instant, on n'a aucune décision en France sur ce point. C'est un pronostic que je fais. Je vous passe les détails, mais par rapport aux décisions qu'on a vu poindre sur le sujet de l'adoption de l'enfant du conjoint, et puis plus globalement aussi sur les problèmes que l'on a en France à faire, d'abord à faire revenir l'enfant conçu par GPA, aux États-Unis, il n'y avait pas trop de problèmes, mais en Russie, ils sont restés coincés, en Ukraine, ils sont restés coincés, en Inde, ils sont restés coincés parfois 3 ans. Donc c'était très compliqué pour les couples d'hommes de se dire,
La coparentalité, ça nous plaît pas parce que c'est vrai que la coparentalité, c'est pas une biparentalité. Enfin, donc effectivement, on se tourne vers la GPA, on va à l'étranger et de se dire bon déjà, alors bon, c'est vrai qu'il y a un coût et en plus derrière il y a les incertitudes juridiques. Les incertitudes, il y avait celles, maintenant c'est passé. Mais il y avait celle jusqu'à il y a 2 ans de savoir si on allait pouvoir revenir avec l'enfant sur son lieu de vie. Les messieurs, en général, ils suspendent leur contrat de travail pour aller chercher l'enfant à l'étranger, etc. Et donc, il y avait des incertitudes sur la date du retour. C'était très, très lourd. Donc aujourd'hui, le Conseil d'État est quand même à peu près clair. En cas de difficulté, en cas d'extrême difficulté, on fait comme au temps de Louis XVI. On délivre ce qu'on appelle un laissez-passer. C'est un peu comme un sauf-conduit, quoi. C'était un peu une lettre qui vous permet de voyager, de traverser une frontière, mais qu'une fois, voilà, pour rentrer chez vous. Donc ça, maintenant, c'est à peu près dépassé. Mais aujourd'hui, on est confronté à la reconnaissance de l'état civil de cet enfant et corrélativement de sa nationalité française. Et là, je vous apprends peut-être pas que la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme au mois de juin 2014. Et j'ai le plaisir de vous annoncer que ça ne sert à rien. Je plaisante parce qu'un peu, sur le plan symbolique, évidemment, c'est extrêmement important. Mais sur les retombées pratiques, alors que les juridictions françaises, la jurisprudence de la Cour de cassation est constante sur ce point, doivent appliquer les condamnations de la France par la Cour européenne des droits de l'homme, celle-ci, elle n'est pas appliquée. Et aujourd'hui, on a des enfants où on est obligé aujourd'hui, dans nos cabinets, face aux situations, de dire, écoutez, pour l'instant, ne demandez même pas quoi que ce soit concernant la reconnaissance, la transcription de l'état civil ou la nationalité française. Pour l'instant, mettez tout ça dans un coin. On attend quand même que ces messieurs des juridictions françaises ou ces politiciens français daignent un tout petit peu évoluer. Et puis, ce qui est important, c'est qu'ils aient accès à la sécurité sociale, les enfants, qu'ils soient inscrits en crèche, qu'ils puissent avoir l'accès aux écoles, voilà. Donc, pour l'instant, on est dans une cuisine absolument très fatigante d'abord pour les parents. Bon, les enfants, ils sont petits, alors ils ne se rendent pas trop compte, mais quoique celles qui ont essuyé les plâtres, les enfants de monsieur et madame Menson, elles ont, je crois qu'elles sont à peu près 17 ans, 16-17 ans, donc elles savent très bien de quoi ils retournent. Mais aujourd'hui, on est, par rapport à la GPA en France, vous voyez, on n'est même pas dans le processus de comment on va faire pour rentrer en parentalité. On est déjà pour essayer d'être dans la normalisation, dans l'assimilation de ces enfants qui n'ont pas choisi leur mode de conception, qui sont arrivés dans les familles comme tout à chacun ici présent, avec des parents qui n'ont pas choisi et qui n'ont pas pour autant droit à la nationalité et droit à figurer sur un registre de l'état civil. Voilà le tableau très très noir, non pas de l'homoparentalité en France, mais enfin bon, des considérations autour de la gestation pour autrui. Bon, j'ai essayé de résumer. Bien sûr, vous aurez le temps de me poser toutes les questions que vous voulez tout à l'heure. Et j'ai oublié les résistances de la manifestation, mais bon, contre la loi. Oh, that's another subject. Oui, c'est un autre sujet auquel nous toucherons ensemble, à savoir l'opposition à tous ces changements. Merci beaucoup. Merci d'avoir mis à disposition ce contexte sur les Pays-Bas et sur la France. Je voudrais que nous passions directement nous posions directement une question à Steve, qui pourrait peut-être utiliser son expérience
sur la question légale au sujet de la GPA aux États-Unis. Steve, lorsque tu travaillais dans des États des États-Unis où la GPA n'était pas légale et qui est devenue ensuite légale par la suite, comment se sont passées les choses? Et quelles ont été les inquiétudes, quels ont été les problèmes au niveau de ces États? Comment est-ce qu'ils les ont surmontés? Je vais pas. Eux, ils peuvent. Moi, je peux parler de 50 pays et eux seulement d'un État. Parce que chaque État, aux États-Unis, c'est comme si c'était un pays différent. La question de la GPA et de la parentalité pour les pays hétéros, pour les couples hétéros et les couples gays dépendent du droit de l'État et non du droit fédéral. Il y a donc à chaque fois des règles différentes et des conséquences différentes. Le développement du droit de la GPA aux États-Unis a suivi le type de GPA utilisé. Dans les années 80, on avait généralement recours à ce qu'on appelle la procréation pour autrui. Ça veut dire qu'il y a une insémination artificielle d'une mère qui est la mère biologique, la porteuse. Cela posait un problème pour les tribunaux, parce qu'une mère biologique qui renonçait à son enfant devait traditionnellement le faire à travers l'adoption. Et un contrat de procréation pour autrui ne pouvait pas contourner cela. En 87, il y a eu un cas très médiatisé, le BBM, une porteuse qui voulait garder son enfant et le tribunal de New Jersey a dit « Nous sommes obligés de la laisser garder son enfant ». 6 ou 7 ans après ce cas, à partir du modèle de la procréation pour autrui, à peu près 10 États ont voté des lois qui pénalisaient ou limitaient la procréation pour autrui. À peu près au même moment, la fécondation in vitro s'est développée et on est passé à des porteuses, des personnes qui n'étaient pas les mères biologiques des enfants. Et ensuite, il y a eu le cas de la Californie avec Johnson v. Calvert qui a dit que si une future mère donne un ovocyte et une autre est porteuse, entre les deux, c'est la future mère, la mère qui a eu l'attention, qui est la mère légale. Et donc, la GPA est devenue la norme et on a arrêté de faire de la procréation pour autrui. Entre 1993 jusqu'à aujourd'hui, à peu près 20 États ont passé des lois sur la GPA et ils l'ont tous autorisé ou l'ont facilité. Aux États-Unis, la perception et la différence entre la procréation pour autrui et la gestation pour autrui est quelque chose qui a eu un énorme impact sur le développement du droit. Les autres intervenants ont parlé de la manière dont les droits homosexuels impactent votre possibilité, votre capacité de devenir des enfants. Il faut dire que vous avez une double malédiction du point de vue des conservateurs moraux, et le plus gros de ces défauts est que vous devez passer par la GPA. Parce que déjà, la société n'aime pas la GPA pour les couples hétérosexuels. Et il existe des dilemmes énormes et une drôle de coalition pour essayer d'interdire la GPA. Et c'est quelque chose qui continue aux États-Unis. La coalition contre la GPA qui a à voir avec les droits homosexuels, mais pas seulement à voir avec les droits homosexuels. Il y a l'Église catholique, parce que si l'on est catholique, on ne peut pas avoir un enfant en dehors des relations sexuelles dans le cadre du mariage. On ne peut pas avoir de FIV, pas de GPA. C'est illicite et c'est un péché.
Donc, l'Église est contre la GPA pour cette raison. Ensuite, il y a le mouvement pro-vie, parce que il faut passer par la création d'un embryon, et les embryons ne sont pas tous transférés, et certains sont stockés. Et lorsqu'ils sont stockés et ne sont pas utilisés, ils peuvent être détruits. Et pour eux, il s'agit de quelque chose qui est comparable à l'avortement. Ce qui est intéressant, c'est l'argument des féministes. Il y a une partie importante du mouvement féministe qui est contre la GPA parce que pour eux, il s'agit d'une situation où l'on force une femme via des moyens financiers à aller à l'encontre de ses intérêts. Elles disent à tort que seulement des femmes pauvres ont fait des GPA pour des personnes riches. C'est faux. J'ai fait une étude au Minnesota. En moyenne, ces personnes gagnent 40 000... Pardon, en général, on gagne à peu près 40 000 par an là-bas, alors que ces personnes ont 100 000 par an, et généralement, ce sont des personnes qui ont fait l'école secondaire, plus 3 ans d'université. Ce ne sont pas des personnes qui ne sont pas éduquées, mais les féministes disent que c'est le cas, et ensuite, ils vont à des événements et ils modifient la réalité. Et lorsque nous n'avons pas des statistiques à présenter, ce qu'ils disent finissent par être cru par les législateurs. Et ensuite, il y a les personnes religieuses qui ne pensent pas que les homosexuels devraient avoir des enfants. C'est le même groupe de personnes qui pensent que les homosexuels ne devraient pas se marier. Mais c'est qui, ces gens? C'est quelque chose de si normal. Les États-Unis sont encore en train de se battre à ce niveau-là. Et en Europe, c'est un combat qui a eu lieu il y a longtemps. Les systèmes européens et des États-Unis sont différents d'un point de vue philosophique, à savoir qu'aux États-Unis, les arrêts de la Cour suprême disent qu'une femme peut contrôler sa grossesse. Ça veut dire qu'elle a le droit à un avortement. C'est un droit très limité en Union européenne. Et il y a des gens qui pensent qu'un embryon est une personne dès qu'il est fécondé. C'est une dichotomie qui donne lieu à une perception différente aux États-Unis. Aux États-Unis, la Cour suprême a dit que la capacité de procréation est un droit constitutionnel. C'est un droit qui n'existe pas dans la plupart des États membres de l'Union européenne, dans les constitutions ou dans les lois. De plus, je pense que le système de soins est différent, à savoir qu'en Europe, presque 100% des conséquences de la fécondation in vitro ou de la GPA, que ce soit des naissances multiples ou des soins intensifs pour les enfants, tout cela, tous ces coûts sont couverts par le gouvernement. Cela comprend la FIV et les moyens de procréation. Donc, il y a une dépense sociale qui est attachée à la GPA. Mais aux États-Unis, on dit, eh bien, on ne va pas couvrir vos frais pour la FIV. Ça ne va pas être compris dans l'assurance. Et le gouvernement ne s'en occupe pas. Et enfin, aux États-Unis, on essaie de ne pas s'en occuper. Il y a un désengagement de la part du gouvernement et des médecins. De manière historiquement parlant, les entités gouvernementales n'interfèrent pas dans la relation entre patient et le médecin ou ne fait apparaître dans la loi des besoins en ce qui concerne les soins de santé. Ce n'est pas le cas en Europe. Les gouvernements arrivent à des décisions, même si les hommes politiques ne sont pas forcément au même niveau. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Donc il semblerait que les difficultés soient bien plus marquées en Europe, mais aux États-Unis, nous sommes encore en train de nous battre pour une vieille bataille. Il est intéressant de remarquer qu'il y a les questions légales, il y a l'idéologie, vous avez parlé de l'Église catholique, et il y a également les structures qui font en sorte que les choses deviennent politiques. Je crois que vous serez peut-être d'accord avec moi, la GPA devient politique tout d'un coup et devient une question liée aux partis politiques aux États-Unis.
tout comme l'Église catholique peut décider, parce qu'avec l'Église catholique, on peut facilement les fâcher, mais ils choisissent les questions auxquelles ils attachent de l'importance. Les États où il y a eu un débat sur la GPA aux États-Unis, on n'a pratiquement pas couvert ce sujet, et je ne suis au courant d'aucun homme politique qui ait eu le oui ou le non pour la GPA dans sa plateforme politique, dans son programme. Est-ce que j'ai raison? Il y en a combien? Au Minnesota, il y en a beaucoup. Je ne sais pas. À New York, c'est toujours un problème qui n'a pas été réglé. Et il n'y a certainement pas un seul député, un seul sénateur ou un politicien au niveau national. Et au niveau de l'État de New York, il y a certainement très peu d'hommes politiques qui en parlent. Il y a tellement d'autres problèmes dont ils parlent. Et en ce qui concerne la société, les gens ont certainement des opinions. Il y a des féministes, il y a des gens qui ont un point de vue sur la reproduction assistée, mais ce n'est pas vraiment un problème, un sujet principal brûlant comme c'est le cas en Europe. Donc, nous qui passons d'un côté à l'autre de l'Atlantique, c'est intéressant de voir que c'est quelque chose d'aussi important. Mon téléphone n'arrête pas de sonner, c'est des journalistes qui veulent couvrir ce sujet. C'est quelque chose qui n'aurait pas lieu à New York. C'est nous qui devrions supplier aux journalistes de couvrir nos événements. Donc moi, ce qui me surprend, c'est de savoir pourquoi est-ce que c'est si compliqué ici pour vous. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de difficultés? Je crois que jusqu'à un certain point, il n'y a même pas un consensus, même dans les communautés, même dans la communauté LGBT, il n'y a pas de consensus. On n'est pas d'accord pour dire que c'est dommage que vous ne puissiez pas devenir des parents. On a parlé du droit à la procréation, même si ça n'apparaît pas dans la Constitution. Aux États-Unis, si on dit « j'ai le droit de devenir parent », les gens diront oui. Et ici, je ne suis pas certain qu'ils diraient « oui, vous avez le droit d'être un parent ». Donc la question, c'est de savoir ce qui manque et qu'est-ce que l'on peut apporter à ce débat pour qu'il soit plus humain, plus compréhensible, qu'il y a des souffrances réelles derrière tout cela. Il y a des personnes qui souffrent, c'est l'impression que j'ai eue. Je ne veux pas vous le dire juste à vous, mais j'ai la sensation que je n'ai pas une personne, un être humain à part entière si je ne pouvais pas avoir de famille. Et parfois, on n'a pas beaucoup de sympathie. Même nos sœurs lesbiennes en Europe espèrent qu'il y aurait un État idéal où l'État paierait pour que l'on puisse avoir des enfants par la GPA, qu'avec des femmes qui sont absolument certaines qu'elles veulent faire ça de manière complètement gratuite, avec les médecins qui sont complètement d'accord, et jusqu'à ce qu'on arrive là, alors il faut attendre. Moi, je suis furieux à ce niveau-là. Est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose pour que les choses changent? Parce qu'il y a tellement de gens qui veulent devenir parents. I think that Merci vraiment pour ta contribution. Je tiens vraiment à dire que je suis d'accord avec toi, Ron, sur cette interprétation-là, cette interprétation des différences entre les États-Unis et l'Europe. J'aimerais ajouter une chose. De par mon travail sur la GPA, je pense que l'on peut dire que l'homoparentalité a évolué. C'est désormais quelque chose de beaucoup plus accepté, en Europe aussi. Maintenant, la GPA reste un sujet contentieux, alors que ce n'est pas le cas ailleurs. Ici, le problème est surtout lié à l'indemnisation, parce que la GPA, si on la compare à d'autres façons de devenir parent, la GPA nécessite une année de la vie d'une femme, et ça nécessite donc un processus d'indemnisation. Comme Steve l'a mentionné, il y a deux philosophies différentes. Aux États-Unis, c'est plutôt le libre marché qui prévaut, et le libre marché a toujours été une tradition. C'est
C'est un marché qui accepte à bras ouverts cette indemnisation, tandis qu'en Europe, il y a un certain paternalisme des gouvernements, une certaine idéologie selon laquelle les gouvernements se chargent de ça. La philosophie est complètement différente et toute association, tout lien avec une procréation commerciale est très controversé. J'ai parlé avec un collègue belge hier. Il travaille dans une université ici et il me disait que cette conférence, la conférence d'aujourd'hui, pour lui et pour beaucoup de ses collègues, était controversée parce que il y a ce rassemblement entre les aspects de procréation et les aspects commerciaux. Et généralement, en Europe, c'est l'État qui se charge de ces questions-là. Et pour nous, ça peut paraître controversé de relier les aspects commerciaux et la GPA. Je pense que c'est vraiment l'un des points de discorde et il faut le résoudre d'une certaine manière. Il y a plusieurs tentatives pour le moment. Il y a d'un côté la GPA altruiste, comme au Royaume-Uni, aux Pays-Bas aussi, au Danemark, je crois, la Grèce, si je ne me trompe pas. Ce sont des pays qui se penchent sur la question. Donc, ce sont des États qui suivent ce modèle-là, le Canada aussi, sans doute. Ensuite, il y a les lignes directrices éthiques qui peuvent être adaptées parce que beaucoup de personnes ne savent pas comment le processus fonctionne. On a aussi parlé des objections des féministes. Bien sûr, ces objections sont le résultat de ce qui s'est passé parfois en Inde. Il y a eu quelques rapports émanant de l'Inde qui ont montré qu'il y avait beaucoup de vulnérabilité pour les mères porteuses en Inde. Bien sûr, les mères porteuses ne sont pas toutes forcées en Inde, mais il y a quand même beaucoup de vulnérabilité. Et ces rapports émanent surtout de ce contexte-là. Ensuite, Steve a mentionné que les choses étaient différentes aux États-Unis. En Espagne, maintenant, les GPA qui sont faites aux États-Unis sont reconnues en Espagne, mais pas ailleurs. Il y a donc plusieurs solutions potentielles qui existent. Il y a aussi la Convention de La Hague sur les adoptions transfrontalières. Ils ont commencé à travailler sur une convention, sur des lignes directrices éthiques, sur la GPA aussi. Je me demande si c'est réaliste, vraiment, si on peut mettre sur pied des principes juridiques pour les différents pays, pour la GPA transfrontalière. J'ai une dernière question pour un commentaire très bref des panélistes. Et ensuite, on va ouvrir le débat pour toute autre question, tout autre commentaire que l'audience pourrait avoir. Très brièvement, si on pouvait avoir un dernier commentaire sur la question suivante, pensez-vous qu'il est réaliste ou pas du tout réaliste d'avoir un accord international, des lignes directrices internationales sur la GPA? Eh bien, je vais faire un commentaire d'abord. J'étais le président de la Société américaine pour la médecine reproductive au cours des 7 dernières années. Et j'ai travaillé avec des associations nationales et internationales, avec des organisations pour développer des lignes directrices juridiques aux États-Unis. Et c'est très controversé. J'ai travaillé avec l'AE pour voir s'ils allaient continuer avec le processus. Notre opinion, c'était qu'ils ne devraient pas continuer avec ces lignes directrices. Le problème, et vous l'avez dit, c'est qu'aux États-Unis, il y a une plateforme pour la GPA. On a eu 3 vagues de féminisme. Les femmes aux États-Unis sont très fortes et sur Internet, souvent
femmes, les mères porteuses sont syndiquées, elles partagent beaucoup d'informations entre elles. Et il y a un processus qui suit des lignes directrices très éthiques dans une situation dans laquelle les femmes ne sont pas du tout vulnérables. Et ensuite, il y a d'autres situations, l'Inde ou d'autres endroits, où le système est beaucoup plus paternaliste. Il y a des systèmes de caste. Les femmes, parfois, sont très vulnérables. Elles n'ont pas beaucoup d'influence, pas beaucoup de pouvoir. Elles viennent de castes inférieures. Et la possibilité de violation des droits de l'homme existe bel et bien. Et lorsque vous décidez en tant que parent d'aller soit en Inde, soit aux États-Unis, il faut réfléchir sur le fait de participer à un processus dans lequel, dans certains cas, par exemple en Inde, s'il y a un potentiel plus important de violation des droits de l'homme alors qu'aux États-Unis, ce n'est pas le cas. Au niveau de l'AE, je ne sais pas s'ils sont alignés sur ces différents processus et s'ils les règlement de la même manière, alors qu'ils se sont des processus différents. Comme vous l'avez dit, l'Espagne reconnaît les GPA qui sont faites aux États-Unis, mais pas ailleurs. Ils n'acceptent pas les GPA, ils ne les reconnaissent pas, les GPA qui sont faites en Inde. Lorsque j'étais à la conférence d'Aberdeen, Katharina Tremming était là aussi à Aberdeen. Ils ont invité des scientifiques, des avocats provenant de plus de 20 pays européens. Ils ont tous présenté leur vision future de la loi qui sera adoptée dans ces pays-là. Et ils ont parlé notamment du fait que l'on pouvait avoir la GPA, mais ne pas rémunérer la mère porteuse, qu'il fallait que la GPA soit faite dans la famille, que ce soit un membre de votre famille. Et ils ont mis sur pied beaucoup de restrictions, et on en parle en Europe, les législateurs en parlent, ils disent que la GPA peut exister, mais ils ont peur que si la GPA n'est autorisée que pour les femmes dans des membres de votre famille, que la GPA allait disparaître. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes vont désormais, beaucoup de couples vont aux États-Unis. Donc je suis très sceptique, mais l'AE va procéder. Et ils vont mettre sur pied un panel avec des experts, ils vont imposer des limitations et ensuite on verra quel sera le contenu de ce nouvel outil juridique. Est-ce qu'il y aura une convention? Est-ce qu'il n'y aura pas de convention? Les États-Unis, eux, ont dit que cette situation était vraiment bizarre parce que généralement, nos alliés habituels tels que le Canada et l'Australie sont contre les États-Unis à ce niveau-ci. Et il n'y a qu'une voix qui s'oppose à ce processus, c'est pourquoi je pense que le processus va être mené à son terme. C'est trop complexe pour donner simplement une conclusion satisfaisante. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Oui, c'est une question complexe, mais pour l'adoption, on a aussi une convention complexe. La Constitution aux Pays-Bas ne dit pas qu'on a le droit d'avoir des enfants, hein, pas comme aux États-Unis, mais on a quand même des points importants dans la Constitution. Et il y a aussi des conventions très importantes, comme la Convention sur les droits de l'homme. Et il y a aussi la Convention internationale sur le droit des enfants qui existe. En fait, il n'y a que 2 États des Nations unies qui ne respectent pas cette convention, enfin, qui ne sont pas signataires de cette convention. L'un, c'est la Somalie, et le deuxième, c'est les États-Unis. Donc, d'un côté, vous dites que vous avez le droit à cette vie parfaite, cette vie familiale parfaite, dans la Convention européenne des droits de l'homme, mais là-dedans, le droit d'avoir ses propres enfants n'est pas mentionné. Ensuite, il y a la Convention sur le droit des enfants, dans laquelle on mentionne que les enfants ont le droit de connaître leurs parents et ont le droit d'être élevés par leurs parents. Mais on ne dit pas qui sont les parents, à savoir les parents génétiques ou alors les parents sociaux tels qu'on les appelle. On peut interpréter de 2 manières cette convention. Donc parfois, vous voyez,
il y a des conventions, mais les interprétations peuvent varier. Peut-être que ça va fonctionner. Je pense que la coopération internationale est essentielle à ce niveau-là. Oui, j'ai une question pour Vilma Haussmann. Lorsqu'un enfant est né aux États-Unis par la GPA, pour l'instant, c'est très difficile d'obtenir la nationalité française et de faire en sorte que les deux parents soient reconnus en France. Donc, par exemple, souvent, vous avez un enfant qui est né aux États-Unis. Lorsque vous revenez chez vous, il est très difficile d'obtenir des droits parentaux et de faire en sorte que la nationalité soit reconnue. Est-ce que c'est la même chose aux Pays-Bas? Est-ce qu'il est possible d'obtenir la nationalité néerlandaise pour un enfant qui est né aux Pays-Bas lorsque la GPA a été commerciale? Alors, d'abord, c'est une infraction pénale d'être un intermédiaire entre les mères porteuses et les parents, les futurs parents. Ce sont des choses qui sont interdites et il est interdit de payer pour avoir des enfants, des embryons, des spermatozoïdes et des ovules. Cela signifie que vous ne pouvez pas payer une femme, la rémunérer pour qu'elle soit votre mère porteuse. Aux Pays-Bas, vous pouvez devenir le père légal, juridique d'un enfant qui est né aux États-Unis si vous avez un jugement d'un tribunal en votre faveur pour que ce soit le cas. Il y a des spécificités juridiques à respecter. Et ensuite, vous revenez donc aux Pays-Bas et les autorités néerlandaises accepteront ce jugement du tribunal des États-Unis et acceptera que c'est votre enfant. Tandis que si vous êtes portugais et français, c'est différent. Ça dépend de votre nationalité. Mais tant que vous êtes un ressortissant des Pays-Bas, ce n'est pas un problème. Et votre enfant sera vraiment, le vôtre sera reconnu en tant que ressortissant néerlandais. Et après 1 an, votre partenaire peut faire l'adoption du deuxième parent, comme on dit, l'adoption par le deuxième parent. Donc c'est possible, c'est un long processus, mais c'est possible. J'ai une question. Est-ce que c'est possible pour les non-ressortissants hollandais qui résident aux Pays-Bas? Micro, s'il vous plaît, le micro. Micro, s'il vous plaît. Intervention sans micro. Je répéterai plus tard, c'est pas grave. Demain, on aura une session spéciale sur les situations spécifiques par pays et sur les spécificités juridiques. On parlera vraiment demain beaucoup de ces différentes situations. J'ai une question pour l'audience et pour M. Snyder en particulier, si c'est pas un problème. Je travaille dans le milieu. Et je me suis toujours intéressé à la sécurité des mères, surtout, notamment lors des accouchements. Et je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais peut-être que si l'on n'était pas moins restrictif, mais si on avait plus de structures en place, de programmes pour les mères porteuses potentielles,
si ces programmes étaient mis sur pied par des médecins, parce que j'ai l'impression que parfois les médecins sont exclus de ces discussions. Pas vraiment exclus, mais un petit peu. Et nous, on se concentre beaucoup sur la sécurité des enfants, des mamans. S'il y avait plus de lignes directrices claires établies par des organisations, je pense que ça serait plus fluide pour mettre vraiment un cadre juridique en place plus clair. Pour l'instant, j'ai l'impression que les pratiques sont très restrictives en Europe et dans d'autres parties du monde. Et d'un autre côté, c'est un peu... Dans d'autres cas, il n'y a pas du tout de réglementations qui sont en place. Oui, comme je l'ai dit, les médecins, les gouvernements aux États-Unis ne se penchent pas beaucoup sur la question. Et je doute qu'il y ait des restrictions imposées par les gouvernements, des restrictions qui dicteraient les GPA, etc., notamment concernant la sécurité des mamans ou concernant les gestations multiples, transfert de multiples embryons. Il y a des organisations médicales qui imposent des lignes directrices, des principes. Ces lignes directrices ne sont pas contraignantes si elles ne sont pas respectées. Il y a des gens qui ne les suivent pas, respectent pas. Et parfois, on a l'impression qu'il n'y a aucune réglementation en place. Si vous voulez vous orienter vers la GPA, vous devez savoir que les motivations pour les transferts multiples viennent des parents. Parfois, c'est financier, parfois, c'est parce que vous voulez une famille plus rapidement, etc. Et ensuite, c'est parfois le médecin aussi qui veut faire augmenter son taux de succès, qui ne veut pas décevoir le patient et donc transfère plus d'embryons. Et ensuite, il y a aussi les autres professionnels dans le secteur qui ne parlent pas suffisamment des conséquences. D'après ce que j'entends et ce que je comprends, je sais que la GPA coûte beaucoup d'argent. Et si vous pouvez faire appel à la GPA une fois ou deux fois, c'est que vous avez de la chance. Et si vous voulez avoir plusieurs enfants, l'option économique la plus viable, c'est d'avoir des jumeaux. Je pense que ça doit continuer à pouvoir être une option dans certains cas, mais je ne pense pas que ça doive être la norme. Et si vous voulez des jumeaux, vous devez garder à l'esprit les conséquences que ça peut avoir. Ça ne concerne pas la majorité des couples, mais c'est une option réaliste. Et lorsque je donne des conseils à mes clients, je leur dis tout le temps, pensez au pire scénario. Si vous n'êtes pas prêt à accepter les pires conséquences, alors ne vous orientez pas vers la GPA dès le départ. Le pire scénario, et je l'ai vu 3 fois dans ma carrière, c'est qu'il y a eu des jumeaux. Et ensuite, il y a eu un accouchement à 28-29 semaines. Il y a un jumeau qui est mort et l'autre qui a eu vraiment des problèmes de développement graves. Donc, c'est une possibilité parfois avec leurs jumeaux. Il faut accepter ce risque. Il faut vraiment réfléchir à toutes ces options. Mais est-ce qu'il faut avoir une réglementation qui force le transfert unique d'un embryon? Et ça augmenterait donc les coûts. Est-ce que ça doit être le cas? Oui, oui. Sorry. Pardon, le micro. Intervention sans micro, s'il vous plaît. Très bien, juste pour répéter, nous allons procéder à présent aux dernières questions. Non, il ne s'agit pas tellement d'une question, mais plutôt d'un commentaire. En tant que futurs parents, on ne met pas 2 embryons parce que l'on veut forcément des jumeaux, mais simplement on veut augmenter la probabilité de la grossesse. Je crois que c'est la motivation principale. Donc, il faut faire attention lorsqu'on dit ça. Cela ne veut pas forcément dire que l'on veut des jumeaux, on veut simplement augmenter les chances. Oui. Et le fait de mettre 2 embryons, c'est quelque chose qui va augmenter la possibilité de la grossesse, mais ça va également mener à 40% de cas de jumeaux. Donc, cela va main dans la main.
Et c'est quelque chose qui va main dans la main avec le développement de la communauté des médecins qui veulent augmenter le taux de réussite des transferts d'un seul embryon pour qu'ils arrivent au même niveau que ceux de 2 embryons. On y arrive presque. Il s'agit d'un problème légitime, mais c'est quelque chose qui est de moins en moins problématique. Oui, je voudrais rajouter mon grain de sel et résumer en disant qu'il y a une ligne directrice importante, à savoir le niveau d'autonomie des femmes porteuses. Et leur voix qu'on a entendue dans la recherche que j'ai réalisée et les interviews que j'ai fait avec des mères porteuses, elles ont insisté, et vous pouvez leur demander parce qu'elles sont ici, certaines d'entre elles sont présentes, elles ont demandé à ce qu'elles aient une certaine autonomie de décision, de prise de décision, et qu'on respecte également leurs décisions médicales, que ce soit, il faudrait également que ce soit un critère à prendre en compte. Il faut qu'il y ait un dialogue. Certains parents ont tendance à l'oublier, c'est quelque chose que j'ai pu constater à travers mes entretiens. Ils oublient ce dialogue parce qu'ils se focalisent tellement sur ce qui se passe. Mais je crois qu'il doit s'agir d'une ligne directrice importante. Je crois que nous allons devoir conclure parce qu'il y a d'autres éléments à l'ordre du jour. J'espère que ce bref débat aura aidé à poser le décor pour le reste de cette conférence, pour toute la conférence à vrai dire, et j'espère que c'est quelque chose qui vous aura aidé à préparer les bonnes questions, les questions que l'on pourra poser demain dans les panels spécifiques, ces ateliers. Vous aurez toute la journée pour le faire demain, donc souvenez-vous des questions auxquelles vous avez pensé maintenant et vous pourrez les poser demain dans les panels spécifiques aux personnes qui seront présentes ici, des mères porteuses, des agences, des prestataires de services. Vous pourrez aller leur parler. Je voudrais vous remercier une fois de plus, remercier les intervenants pour leur contribution. Pour moi, ce débat a été très intéressant. J'ai pu recevoir de nouvelles informations. Ces interventions étaient intéressantes pour moi. J'espère que pour vous également. Je voudrais vous remercier d'être venu aussi. Si vous avez d'autres questions à poser, nous sommes ici aujourd'hui et demain. Donc n'hésitez pas à venir nous poser vos questions. Nous serons très heureux de parler avec vous. Merci beaucoup encore une fois.